Bien, mon cher Jean Sévillia, grande joie, nous poursuivons nos conversations, on pourrait en faire des suites, tant votre savoir est grand, et tant je vous dois aussi. Nous sommes nombreux à vous devoir, c'est ce que nous disions dans notre première conversation, parce que vous réussissez, comme je disais, à faire la classe à la France. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement réinformer, je disais cela, et j'y tiens beaucoup à cette formule, mais il faut réinstruire les Français, et notamment leur restituer l'histoire. J'ai publié d'abord le terrorisme intellectuel en 2000. Voilà. Oui. Et comme j'avais remarqué, évidemment, en travaillant sur le terrorisme intellectuel, que le terrorisme intellectuel prenait très souvent l'histoire comme champ de ces exemples biaisés, c'est une histoire manipulée, je me suis dit qu'il y aurait quelque chose à faire sur l'histoire revue par le politiquement correct, donc historiquement correct, d'où ce titre. Voilà. Donc c'est comme ça que l'idée m'est venue, c'est à partir de l'expérience. Alors j'ai procédé, d'ailleurs de manière, je me suis fait un sondage, je dirais, dans ma documentation, si vous voulez. J'ai commencé par étudier, avant de travailler ce sujet en fond, mais qu'est-ce qui revient le plus souvent à la télévision, dans les articles de presse, comme lieu commun déformé sur notre histoire. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai un peu bâti la table des matières. 18 chapitres, voilà, 18 mensonges détruits. Voilà, j'ai pris de quoi, quelles sont les idées, les lieux communs les plus répandus qu'il faut détruire. Voilà, et donc, alors c'est pas que l'histoire de France, on va dire, parce que j'ai un chapitre par exemple sur l'Inquisition, il y a aussi l'Inquisition d'Espagne, vous voyez. Puis au Moyen-Âge, oui, tout est mêlé. Tout est mêlé. Enfin, toute la chrétienté est une... Voilà, la nation est en gestation, mais... Donc voilà. Et puis il y a quelques sujets qui sont... Question Pie XII dans ce livre. Donc c'est pas que l'histoire de France. Voilà, c'est les grands fondamentaux. C'est les grands mensonges sur notre histoire française, chrétienne, occidentale. C'est ça votre œuvre, c'est-à-dire que vous restaurez l'histoire contre les simplifications abusives et toujours orientées dans le même sens. C'est la mise en cause de l'homme blanc, quoi. La mise en cause de l'homme blanc, de l'homme occidental, de l'homme chrétien. C'est un phénomène assez étrange, c'est-à-dire d'une civilisation qui produit des élites qui se détestent elles-mêmes, qui détestent leur propre histoire, qui détestent leur propre civilisation. Avec la conséquence que lorsqu'on se déteste, on se laisse tomber et on est victime des autres. Bien sûr. Il ne faut pas aller chercher plus loin la situation de la France aujourd'hui. Pareil pour la guerre d'Algérie, cette mauvaise conscience que nous avons, elle demande à être relativisée. C'est le 18e et dernier chapitre de Historiquement Correct, la guerre d'Algérie, et ça sera que vous avez éprouvé le besoin de reprendre dans un ouvrage. Voilà, en 2019, j'ai écrit Les vérités cachées de la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je suis personnellement ni d'une famille de militaires, ni d'une famille de viennois, mais c'est un sujet qui m'a toujours intéressé depuis l'adolescence. Et j'ai ressenti le besoin d'écrire un livre de synthèse sur ce sujet, en montrant la complexité de cette situation. Je pense personnellement que l'Algérie française était condamnée dès l'après-guerre, on va dire, sans doute même avant-guerre. Je parle de l'entre-deux-guerres. Entre-deux-guerres. Je crois que le problème, c'est qu'on a... La résistance s'est fait jour vers 1910, écrivez-vous. Oui, c'est à ce moment-là qu'il fallait composer. Le problème, c'est qu'il y a une société musulmane, francophile, qui aspirait à s'élever socialement, et on a bridé cette société-là, et donc les élites francophiles qui au départ aspiraient à une forme d'autonomie sont devenues de plus en plus autonomistes, puis indépendantistes, puis ralliés au FLN. Mais au départ, voilà, la fusion des deux communautés ne me paraissait pas possible. C'est ce que disait le général de Gaulle, en réalité. C'est ce que disait le général de Gaulle, voilà. C'est ce que disaient aussi les monarchistes, Jean, qui n'étaient pas favorables, certes, à une vision jacobine. À une vision jacobine, c'est-à-dire non seulement la colonisation, qui est plutôt le fait de la Troisième République, il faut bien le dire, ou du Second Empire. Bon, alors certes, il y a eu les drames
La des conquête, opérations bien sûr. militaires de la conquête, mais qui n'est pas allé très loin, très en profondeur. Bugeaud n'est pas descendu tellement, mais enfin, il ne s'est pas comporté, ça c'est vrai, de façon très chrétienne toujours. Mais il n'y avait pas de colonisation de peuplement. C'est la République jacobine qui ensuite a favorisé la colonisation, peut-être un peu pour faire diversion, c'est ce que les monarchistes lui reprochaient, contre la revanche contre l'Allemagne aussi. C'était Ça a l'exutoire. joué aussi, Et c'était Bismarck nous poussait beaucoup vers l'Algérie et la Tunisie tout à fait, pour avoir la paix sur le Rhin. Quoi, ouais, voilà. tout à fait. Enfin, donc on a créé, et puis avec cette illusion de croire qu'on pouvait créer une société unique et uniforme avec des gens qui étaient de cultures très différentes. Ben, c'est l'homme universel qui n'existe pas. C'est Oui, Maurras qui nous explique ça, par exemple. Je crois que, enfin, les monarchistes sont contre la colonisation. Là où peut-être nous dirigerons un tout petit peu, je pense que vous admirez beaucoup le général de Gaulle, je pense qu'il a liquidé l'affaire de manière qui n'était pas très propre. Voilà, pour moi, c'est une tâche. Sur les harkis, c'est flagrant et lamentable. Sur les harkis, alors, le problème, c'est qu'il était pressé, enfin, à partir de 1959, donc il adopte le principe de l'autodétermination d'Algérie, et à partir de là, il est pressé. D'abord, il a un autre projet pour la France, c'est le projet de faire puissance nucléaire, grande puissance moderne, etc. Contrepoids aux États-Unis, on est d'accord, c'est le projet gaullien, et donc pour lui, la guerre d'Algérie, c'est un boulet. Voilà, il le dit, la boîte à chagrin, c'est son expression. Donc il faut se libérer de l'Algérie, mais il l'a fait de manière très expéditive. En se faisant rouler dans la farine par le FLN. En faisant rouler dans la farine par le FLN, et avec une indifférence assez choquante à l'égard de la question des harkis et à l'égard aussi de la situation des Français d'Algérie. Les Français d'Algérie, enfin, il faut méfier de généralisation. Aucun bloc social n'est uniforme. Hein. Donc les Français d'Algérie, il y en avait des intelligents, d'autres qui ne l'étaient pas, il y avait des gens qui étaient... Enfin, c'est pas un bloc. Maintenant, il y a eu un petit peu un tort des élites des Français d'Algérie qui ont cru que leur monde pouvait continuer tel qu'il l'était. Or, dans une époque où toutes les puissances occidentales avaient décolonisé, l'Algérie de papa, c'était fini. Hein, et ça, certains ne le voyaient pas. Et donc, cette situation de blocage. Malgré tout, De Gaulle a été d'une grande indifférence à leur égard, parce qu'il y a des gens qui ont souffert terriblement, qui ont tout perdu. Il a cru qu'on pouvait traiter avec le FLN, qu'il n'a pas respecté une virgule des accords d'Évian. Oui, bien sûr. C'est sa naïveté. Bernard Tricot m'avait dit un jour, n'accorde pas grande confiance aux Arabes. Mais, il a expédié le truc qu'il devait avoir en tête qu'il se ferait rouler dans la farine. Mais c'est un drame national, ça a été un drame pour l'armée française, qui a profondément divisé l'armée française pendant très longtemps. Il y a quand même eu des très très belles figures, de gens qui étaient très engagés, toute une génération d'officiers qui étaient engagés dans ce combat-là, après l'Indochine, on pense à Élie de Saint-Marc notamment. Élie de Saint-Marc, évidemment. Des belles figures, et ça a été un drame qui a... Et peut-être que le drame est venu quand même d'avant, c'est ce que vous écrivez. Mais le drame est d'avant, c'est des années 30, des années 50. Il fallait faire peut-être en Algérie, au lieu de faire ce jacobinisme, ces départements, etc., que Lyautey avait si bien réussi à côté. Il fallait préparer... Alors, il faut dire que Lyautey était monarchiste, j'en reviens à ma systématisation, donc il respectait beaucoup plus les cultures locales, sans mélanger, quoi. Il fallait préparer une séparation, mais douce, lente, un Commonwealth à la française, le faire sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, en faisant émerger des élites francophiles, et alors qu'aujourd'hui, on a l'inverse, quoi. C'est-à-dire que l'Algérie, on est en guerre contre l'Algérie, alors que, en théorie, la guerre est terminée en 1962. On est toujours, il n'y a pas de situation pacifique. Le mois dernier, nous avons fait une conversation ici même avec notre ambassadeur, celui qui fut 2 fois ambassadeur de France à Alger, Xavier Driancourt, conversation à laquelle je renvoie pour ceux qui s'intéressent à la question algérienne, qui paradoxalement est encore plus souffrante aujourd'hui, parce que l'Algérie se revanche. Bien sûr, bien sûr. Elle se revanche durement et elle nous tient, même. C'est ce que nous expliquait Driancourt, plus que nous ne la tenons finalement. Elle joue sur du velours, l'Algérie, aujourd'hui. Notre lâcheté aidant. Oui, puis nous avons une communauté franco-algérienne qui est extrêmement importante. 6 à 7 millions, dit-il. On paye cher. On paye cher. Oui. Ne pas avoir choisi Lyautey, ou la solution Lyautey. Jeunesse franco-algérienne ou algérienne en France, qui est
très remonté, très souvent, enfin, nourri dans un réflexe anti-français. Voilà, donc Il y a plus grave encore, 45 millions d'Algériens, 28 millions de moins de 30 ans, désœuvrés pour la plupart, ouais, bien sûr. dont on ne connaît pas le sort. Et pour eux, la solution, c'est traverser la Méditerranée. Oui, l'Algérie est un pays qui s'accroît de 1 million d'habitants par an. Chaque 1 année. million chaque année. C'est même pas où on en est. Considérable. Et pour ça, pour Ce qui comprendre, il d'ailleurs faut regarder confirme l'histoire. rétroactivement l'idée que l'Algérie ne pouvait pas rester française, si vous voulez pas. Bien sûr. Nous aurions 45, 46 millions de compatriotes de l'autre côté de la Méditerranée, à partir, plus les 6 ou 7 qui sont ici. Voilà. Donc, je ne suis pas un anti-gaulliste primaire. Hein, Où en êtes-vous avec De Gaulle, au fait, Jean Sévillia? Je prends le De Gaulle en 40, il aurait pu être un petit peu plus subtil, mais je prends celui de 45, je prends celui de 58, voilà. Mais celui de 62, ça, j'accepte pas. Je pense qu'il a pas été, c'est pas bien. C'est la façon dont il a liquidé la question algérienne. Hein. Mais sur la mémoire nationale, globalement, ça reste un grand personnage. Et celui de 40, alors vous dites qu'il aurait pu être plus subtil, que voulez-vous dire? Oh, et il a tellement tendu, pour imposer sa légitimité, il a forcément délégitimé tout ce qui venait de Vichy, tout ce qui venait de Pétain, etc. Oh, c'est plus compliqué que ça. Il y a aussi une résistance vichiste, des anti-allemands. Et une résistance du maréchal Pétain, d'ailleurs. Donc, oui, ça aussi. Donc voilà, mais De Gaulle a été obligé, pour légitimer sa propre position, de délégitimer totalement le camp d'en face. Justement, c'est ça. Il aurait fait une légion militaire, si vous voulez, installée en Angleterre, ayant une action avec les Alliés, etc. Très bien. Non, mais il a fait bloc à bloc. Il a fait bloc à bloc, et le résultat, ça a tendu, ça a créé des clivages qui ont duré très longtemps et qui ont divisé les Français aussi. Alors, de l'autre côté, il y avait aussi des salopards. Hein. Ça, c'est un problème. Oui, il y avait des collabos pur sucre oui, aussi. Oui, mais enfin, ils étaient plus à Paris, et de gauche, d'ailleurs, la plupart. Oui. Les Doriot, les DA, les Spinaz, etc. Les ultras, les ultra-conservateurs, beaucoup venaient de la gauche. De la gauche. Mais pas que. Hein, faut être... Prochain convaincu, nous avons publié l'an dernier un numéro du Nouveau Conservateur, De Gaulle, Pétain, le glaive et le bouclier, donc tout à fait partisan de la réconciliation des deux légitimités, mais vous n'êtes pas loin de dire ça dans le chapitre que vous consacrez à la résistance et à la collaboration dans Historiquement Correct. On a même sous-titré « Deux résistances incomprises ». Vous voyez notre audace. Je montre ce numéro de l'an dernier du Nouveau Conservateur, il est toujours en vente. Il date de l'été 2024. Parlons-en un peu de cette affaire-là. C'est presque encore plus grave que l'Algérie, parce que je crois que si la France va mal, c'est que les Français ne s'aiment pas. Et s'ils ne s'aiment pas, c'est qu'ils se reprochent trop de choses et qu'on les oblige à se détester. Alors, il y a la question d'Algérie, il y a la question de la colonisation. Alors là encore, vous tordez le cou à bien des mythes sur l'ancien régime qui n'a pas été colonisateur, par exemple. Bon. Mais il y a surtout ce point nodal qui est l'idée inculquée à nos enfants dans les écoles que la France a participé au génocide, a même... Alors il y a un historien terrible, américain comme par hasard, mais je ne veux pas me caricaturer moi-même. Vous voyez de qui je parle, Robert Paxton, qui est même allé jusqu'à dire que Hitler ne serait pas allé si loin dans l'extermination des Juifs sans Pétain, c'est exactement l'inverse. Pétain a sauvé presque tous les Juifs français, plus de 90%, 93% dit Éric Zemmour. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais oui, non, mais effectivement, le cadre de la zone libre a été un cadre protecteur pour beaucoup de Juifs. L'administration française qui
était restée l'administration française, parce qu'on dit l'administration de Vichy, mais enfin c'est les mêmes fonctionnaires, hein, ils ont pas changé. Voilà. Et De Gaulle les a maintenus au pouvoir pour la plupart, absolument, en 1944 et 1945. On a protégé beaucoup de gens, beaucoup de cas de policiers qui ont prévenu des Juifs quand il s'est fait des rafles avant, Oui. qui ont prévenu en sous-main. On ne le dit pas à propos de la rafle du Veldiv. Les Allemands voulaient 50 000, puis ils ont rebattu à 25 000, parce que toute l'administration de Paris... On sait voilà, qu'il y a la police a prévenu beaucoup de gens, pour dire. Oui. Fichier Résultat, il y a 12 500 arrêtés, alors que les Allemands en exigeaient, Auberg en exigeait 50 000. Donc, voilà, la situation est très... beaucoup. Et puis, aujourd'hui, enfin, on voit beaucoup de témoignages de juifs qui ont été protégés, qui sont cachés, etc. C'était toujours par des institutions religieuses. Hein. Le nombre d'enfants juifs qui ont été déguisés avec un faux certificat de baptême, protégés, exfiltrés, planqués dans un petit village de campagne où il y avait des bonnes sœurs qui tenaient une petite école, et il y avait deux, trois enfants plus typés qui s'étaient inscrits en 40 ou 41, voilà. Mais alors, ce qui est d'ailleurs enfin une sorte de contradiction, parce que on nous dit qu'il y avait un antisémitisme terrible dans les années 30, mais on s'aperçoit que partout il y a eu des gens qui ont aidé les Juifs. Alors oui, il est où l'antisémitisme? Bien sûr qu'il y avait des antisémites dans les années 30, je ne vais pas dire le contraire. Très minoritaire. Mais chaque fois que la population avait l'occasion de protéger des Juifs ou des résistants, et d'ailleurs, il y a de braves gens qui ont été fusillés sur le pas de leur porte parce qu'ils protégeaient des résistants parachutés dans le train. Les Justes de France, ça existe, voilà. Donc, c'est des gens qui n'obéissaient pas une idéologie, c'est simplement un réflexe humain, et il y a des gens qui étaient persécutés, et ben ils les aidaient, voilà. Votre grand ennemi, Bernard-Henri Lévy, raconte n'importe quoi sur le sujet, notamment dans... l'idéologie française, qui juge antisémite par nature. Il s'est un petit peu calmé sur ce point. Des sans-bornes. Il s'est un petit peu calmé. Il mérite le bûcher, disons-le clairement. Non, ne soyez pas excessif, ou je vous laisse la liberté de vos propos. S'il vous plaît, laissez-la moi, mon cher Jean. Mais il y a eu beaucoup d'évolutions. Je pense aussi à la position des Klarsfeld a beaucoup changé. Oui, par rapport oui, c'est pas autre chose, mais c'est pas secondaire. Je veux dire, ils tiennent un propos. Serge Klarsfeld, qui tient qui est maintenant un monsieur très âgé, tient un propos qui ne tenait pas il y a 30 ans, 40 ans sur cette question. Oui, je pense à un certain Joly, j'ai plus son prénom, qui continue à raconter n'importe quoi sur la culpabilité de Pétain, comme s'il était allé chercher Laurent Joly. Laurent Joly. Je ne sais pas si vous avez lu le livre, je vous en ai déjà parlé, de Jean-Marc Berlière, sur la falsification de l'histoire, tout à fait. De cette fameuse période de l'histoire. C'est un historien de la police qui fait un travail très intéressant. Très intéressant, oui. Le malheureux lui charge des noises parce qu'il explique notamment, par exemple, mais des cas très typiques, rafle à Nancy, et on s'aperçoit que tous les commissaires de police et les policiers de Nancy ont prévenu les familles juives avant. On va être obligé de sauver. Pour les sauver, on va être obligé de vous rafler, planquez-vous, foutez le camp. Il faudrait peut-être donner un peu de place au Figaro, à Jean-Marc Berlière. Je ne suis pas le directeur de Figaro. Oh, vous pouvez tout, mon cher Jean. Enfin, il est venu faire une conversation ici passionnante, je dois dire. C'était il y a 1 an et demi. Ce livre est passionnant parce qu'il redresse les choses. Et il dit aussi, autre aspect, mais on ne va pas y rester trop longtemps, il y a bien d'autres pages, que, là où je vous rejoins tout à fait, De Gaulle a exagéré en parlant de capitulation en juin 40. L'armistice, ce n'était pas une capitulation. Et cet armistice a été une faute énorme à laquelle Pétain a contraint Hitler. Une faute de la part d'Hitler, vous voulez dire, c'est ça. Oui, Pétain a poussé Hitler à la faute, en réalité. C'est ça en demandant l'armistice, il a sauvé toute l'Afrique du Nord. Oui, il a sauvé l'Afrique du Nord, ça a sauvé... Bon, malheureusement, la marine a dû se saborder à Toulon, mais enfin, on a gardé des avantages, en effet, qui ont servi après pour la victoire, parce que l'armée française de la reconquête du territoire national, elle a été forgée en Algérie, en Tunisie, en Amérique, voilà. Et donc au Maroc, je veux dire. Et donc ces éléments-là ont été importants. Malheureusement, l'histoire devient dramatique à partir de la liberté de Vichy se réduit de plus en plus, et à partir de réduire dramatiquement après 42. Oui, certain qu'après novembre 42, le maréchal aurait dû partir. Si Pétain était parti en Algérie en
1942, ça changeait le destin de... voilà, Et peut-être le destin de Gaulle aussi. Oui, certaines fractures françaises n'auraient pas été telles quand... Le 40-44, c'est vraiment le type même de pan de l'histoire. On ne peut pas rien analyser en termes manichéens. C'est pas tout blanc, tout noir. Voilà. Ah, alors je vais vous poser une grande question là. Étant donné que cette question est cruciale, De Gaulle le prévoyait d'ailleurs, il ne faut pas que les Français aient honte d'eux-mêmes. Ils ont fini par avoir honte d'eux-mêmes, parce qu'on n'a pas... Aussitôt De Gaulle mort, et Pompidou, qui avait aussi interdit Le chagrin et la pitié, qui est un film de Max Ollfus dégueulasse, consistant à faire croire que les Français étaient collabos dans leur immense majorité, alors que c'était tout l'inverse. Et sont arrivés les Bernard-Henri Lévy, les Paxton, les Laurent Joly, qui ont fait un contre-mythe de la France proto-nazie. On ne m'enlèvera pas de l'idée que si les Français, ce qui est quand même le fait flagrant de ces dernières décennies, se sont mis à être, sinon détachés de la France, du moins très indifférents à la France, c'est parce que la France est devenue dans l'esprit public un coupable, ou une coupable. Oui, et ça de ce point de vue-là, c'est pas exclusivement la question de la guerre. Hein. C'est plus large. C'est la colonisation, c'est l'Algérie. Il y a tout un ensemble qui consiste à noircir le passé. Oui, mais ça compte beaucoup, Jean. Ça compte, oui, ça compte. Il n'y a rien de plus grave, parce qu'encore une fois, je répète, si nous en sommes là, c'est parce qu'on n'a pas pris soin de la France. Plus personne ne pose la question quand une question politique surgit, quel est l'intérêt de la France? Ça, c'est fini. Or, c'est un réflexe naturel chez tout peuple, de penser à son intérêt. Maintenant, c'est sorti de la culture. Mais ça a commencé chez les élites aussi, je veux dire. Si vous voulez, c'est vraiment les Français qui ne s'aiment pas eux-mêmes, quoi. Je veux dire, ça a commencé. La population, au départ, elle croit ce qu'on lui enseigne. Or, quand les élites enseignent des erreurs, eh bien, la population finit par avaler ces erreurs. Et puis, ce côté qui avec des terribles conséquences, parce qu'ils ne se comportent pas comme des patriotes. Ça, c'est un drame. C'est pour ça qu'on en est là, j'en suis sûr. Enfin, oui, bien sûr. Pas normal. Il y a aussi des explications aussi plus larges. Nous sommes en train de nous laisser envahir dans l'indifférence. Pourquoi? Parce qu'on est déjà indifférent à nous-mêmes. Oui, mais c'est aussi c'est plus large. C'est aussi des causes. On est aussi une société d'individualisme. Les gens, non mais les gens ne voient pas plus loin qu'eux-mêmes. Et alors, finissons quand même sur un des 18 chapitres qui compte beaucoup, les déformations de l'esprit public sur la Révolution. Oui, écoutez, j'ai fait un chapitre pour montrer que on a ce paradoxe, la Révolution française qui a publié la Déclaration des droits de l'homme a violé tous les droits de l'homme pendant son existence, que la Révolution française qui est censée être la pouvoir du peuple, la souveraineté du peuple, en réalité, a été le gouvernement de dictature, enfin le règne d'une dictature de minorité, des clubs, de la rue, sûrement pas une société démocratique au sens moderne du concept. Développement de la violence de manière tout à fait sidérante, quoi. Pour le coup, quand on a dit dans votre première émission que moi j'ai dit que je me méfiais de notre première conversation, que je veux pas employer le terme totalitarisme à tout propos parce que sinon il se dévoie et il se banalise. Mais enfin, il y a quelque chose de totalitaire évidemment dans la terreur. Le système de 1793, ça ne suffit pas sur un parti unique, etc. Mais enfin, la violence, la manipulation des foules, l'élimination physique de l'adversaire, c'est 93. Je veux dire, la Révolution française, de ce point de vue-là, la terreur, c'est un moment épouvantable, terrifiant. Voilà. On a exécuté des gens parce qu'ils continuaient à vous voyer. Oui. Alors que le vouvoiement était interdit. C'était Robillois, votre ami, mentionnons-le, parce que c'est la fine équipe des amis communs, beaucoup, notamment Robillois, qui a écrit une histoire de la politesse qui raconte que pendant plusieurs années, c'est pas simplement la terreur, quiconque était pris en flagrant délit, c'est arrivé un serveur à côté d'ici, au Procope,
de vouvoiement de ses clients était arrêté et même pas en Bastille, je ne sais même pas si on ne le passait pas par les armes, ça dépendait des époques, pour un vouvoiement. Ouais. Ça, c'est totalitaire. C'est comme le woke d'aujourd'hui. Oui, je suis d'accord, Voilà une déformation terrible, parce qu'en 89, on a vu partout fleurir, si on peut dire, des affiches avec rien, et en dessous, en plus petit, extrait du journal de Louis XIV en date de Louis XVI, en date du 14 juillet. Restituer la vérité. Voilà, il n'avait rien pris à la chasse, en fait. C'est ça, c'était son carnet de chasse. Et il avait écrit rien parce qu'il n'avait rien pris c'est pas le bon mois, le mois de juillet. Puis peut-être qu'il était préoccupé par autre chose. Mais en tous les cas, il était 8h ou 9h du matin, il rentrait de la chasse. Il ne pouvait pas savoir qu'à 18h, à 6h du soir, on le monde allait se renverser. Voilà. Et on a accusé Louis XVI de ne comprendre rien du tout à la Révolution parce qu'il n'avait pas prévu que la prise de la Bastille. C'est effrayant. Il y a des déformations terribles. Il y en a d'autres. Oui. Non, mais que vous n'avez pas mentionné dans cet historiquement correct. Il y en a d'autres que vous regrettez de ne pas avoir traité. Des mensonges. Non, là il y a l'essentiel. Voilà. Après, j'ai fait aussi un autre qui s'appelle Historiquement incorrect, qui est sorti lui chez Fayard, qui était une sorte de complément avec des thèmes non traités dans celui-là. J'ai toujours dans mon ordinateur, j'ai pas eu le temps de l'aboutir, mais j'avais un chapitre sur la guerre d'Espagne, qui est une chose qui m'a intéressé, parce que là, on a une vision très manichéenne, évidemment, aujourd'hui, c'est Franco, c'est le monstre, le camp nationaliste, c'est tous des barbares, des sauvages, et de l'autre côté, c'est des bons démocrates, des bons républicains, alors qu'en fait, les communistes et les anarchistes espagnols étaient des sauvages de brutalité épouvantable. Et des voleurs, tout l'ordre de la Banque d'Espagne est parti à Moscou. Alors, il n'y a pas eu que des enfants de cœur du côté de chez les nationalistes, c'est évident, voilà, mais bon, l'histoire est complexe comme toujours, et on ne peut pas tout mettre, c'est pas tout noir, tout blanc dans un camp, voilà, tout est complexe, voilà. Et en tout cas, Franco a sauvé l'Espagne du communisme. À une époque, il y a une vraie menace. Franco a rendu service en 1940 de ne pas avoir accepter que les Allemands passent les Pyrénées. Voilà, et votre héros, le général de Gaulle, rappelons-le, son dernier voyage. Dernier voyage, c'était en 1970 de mémoire, alors que de Gaulle n'était plus président. Il avait rendu son tablier en quelque sorte. De Gaulle. C'était son dernier acte. Non pas officiel, il n'était plus président, mais public. Public, voilà, il a voulu rencontrer Franco, qui n'avait jamais rencontré. En juin 70, il rentre à Colombey fin juin, après plus d'un mois passé en Espagne. En Irlande, vous voulez dire? Non, Jean, l'Irlande c'est 69. Oui, pardon, vous avez raison. Non, mais c'est de Gaulle, ça n'arriverait jamais, mais en 70, d'accord. L'année de sa mort, il part, je crois, d'abord il ne voulait pas être en France pour le 18 juin. Parce qu'il disait, je ne suis pas l'homme, que l'homme du 18 juin, ça en avait assez des affaires Mont-Valérien et tout le tremblement, si on peut dire. Et alors, en juin, puis en plus il y avait les élections présidentielles, 69, il part en Irlande, en 70, il voulait d'ailleurs, c'est assez intéressant, il voulait d'ailleurs initialement partir en Chine. Et au dernier moment, je crois savoir pourquoi, il décide d'aller en Espagne. Alors, finissons sur ce point. Il a rencontré Franco, il lui a dit, en somme, vous avez été positif pour l'Espagne. Alors c'est du Pré-Sévilla, ça. Oui, c'était dans un livre, c'est un propos qu'il avait tenu, enfin, c'est Michel Droit qui rapporte ça dans ses mémoires. À Franco. C'est le propos de Gaulle à Franco. À Franco. Absolument. Mais vous savez pourquoi il est voulu venir en Espagne? Il a dit autre chose à Franco, qui venait de désigner Juan Carlos pour lui succéder, ce qui est arrivé quelques années plus tard, 5 ans plus tard, et il lui dit, vous avez fait en France ce que je n'ai pas, vous avez fait en Espagne ce que je n'ai pas réussi à faire en France, c'est-à-dire restaurer la monarchie. Il lui a dit ça. C'est l'interprète qui raconte ça. Pas sans intérêt. C'est pas sans intérêt. Pour ça, l'histoire est passionnante. Ouais. Bon, écoutez, mon cher Jean, il y a une autre déclinaison. Alors, il faut lire aussi historiquement incorrect, qui est le complément donc de historiquement correct.
Vous êtes lancé dans un autre ouvrage moins historique, plus jus de crâne, qui s'appelle Moralement correct. Recherche valeur désespérément. Oui, c'est un livre sorti en 2007. Un peu après, oui, c'est ça, février 2007. Où je voulais montrer que le thème moral fait peur aux gens. Parce qu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs un livre qui a été un de ceux de mes livres qui a eu peut-être le moins de succès au sens commercial du terme. Parce que je crois aujourd'hui, le mot moral fait peur. Les gens ont l'impression qu'on va leur faire la morale, vous voyez, qu'on va leur faire la leçon, etc. Alors, ce n'était pas le but de ce livre. Je ne suis pas là pour faire la morale à qui que ce soit. C'était un travail d'historien, de sociologue, de montrer comment la mutation des valeurs, je dirais, dans la société, quels sont ses effets pratiques. Voilà. L'individualisme, moi je crois que mon premier chapitre de mémoire est intitulé Moi la question du travail que vous traitez aussi. La question du travail, du rapport au travail, le rapport à l'autre, le rapport à la famille, la question de la sécurité et de l'insécurité. Les 30 Glorieuses nous ont fait passer des valeurs d'effort, de sacrifice, qui étaient communément admises dans les générations d'autrefois, à l'idée, moi j'ai droit à, j'ai droit au plaisir, j'ai droit à la jouissance, j'ai droit au loisir, hein, sacralisation de loisir. Et il y a cette question des 35 heures, si vous voulez, c'est au-delà de son aspect, son aspect économique, qui est important, parce que ça a participé du recul de l'économie française, c'est que les 35 heures sont, à mon avis, psychologiquement intouchables aujourd'hui. C'est parce que c'est l'idée qu'on a... Parce que travailler n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de se reposer, c'est d'avoir des loisirs, c'est de s'épanouir. Voilà. C'est la question des retraites aussi. La question des retraites, c'est lié. La retraite avant l'arthrose. J'ai vu une publicité, une pancarte de manifestants. La retraite avant l'arthrose. Oui, c'est bien, je voulais finir, parce que hélas, notre conversation, notre deuxième, ou notre seconde conversation, on verra si nous en faisons une troisième, touche à sa fin. C'est à dessein que je voudrais finir sur la question morale. Oui, c'est capital, c'est décisif. J'ai longtemps cru que ça ne comptait pas. Il y a 30 ans, je me foutais. Ah oui, oui, c'est le centre de tout. Et c'est presque irredressable. C'est très, très, très difficilement redressable, sauf une commotion culturelle, politique, de civilisation qu'on a peine à imaginer. Un effondrement économique. Un effondrement, une crise majeure, une guerre, sait-on jamais. Bon, voilà, mais en effet... Elle peut avoir ses vertus, vous croyez? Non, la vertu de la guerre, ça c'est une plaisanterie. Hein. Je veux dire, c'est la guerre la plus épouvantable des choses, et la guerre civile est la plus épouvantable, la plus épouvantable des guerres. Hein. Les gens qui disent vivement une bonne guerre, ce sont des imbéciles, qui ne savent pas ce que c'est qu'une guerre. Hein. Bon. Mais en effet, il y a un changement des mentalités considérable entre la génération de nos grands-parents. Nous sommes, vous et moi, vous êtes tout jeune à côté de moi, mais enfin, nous sommes, on est grosso modo de la même génération. Enfin, il y a la façon dont concevait le rapport au monde, le rapport à l'autre. Ouais, le rapport au monde, le rapport à l'autre de nos grands-parents, on va dire, par rapport aux jeunes d'aujourd'hui. Il y a un abîme dans les mentalités, quoi. Et ça a une incidence, Une civilisation du moi-je est une civilisation qui n'est plus une civilisation, précisément. Une société du moi-je n'est plus une civilisation, elle ne construit pas. C'est même plus une société. C'est une succession d'individus sans lien, c'est-à-dire disloqués et victimes de tous les éléments de puissance, notamment les puissances commerciales, les puissances financières, les autres grandes puissances. Nous sommes à la merci du monde entier quand on ne fait plus civilisation. Et vous avez aussi cet aspect exemplaire qui est, vous, d'avoir mené une vie très morale, et vous me disiez quelque chose de stupéfiant. J'espère ne pas arrêter moi si j'enfreins les secrets familiaux ou votre vie privée. Vous disiez que votre femme avait fait un jour, alors ça, c'était pas une pénitence de l'Inquisition, le chemin à pied
depuis Saint-Roch, je crois. Oui, enfin depuis Paris, mais elles sont parties Jusqu'à Rome. Oui, ça, c'était en 2022, puisque enfin, je suis personnellement un adepte en tant que chrétien catholique de la liturgie ancienne. Et, voilà, et donc les restrictions extrêmement fortes apportées par le pape François en 2021 à la liturgie ancienne, la messe latine traditionnelle, nous ont profondément blessés. Et donc, nous avons mes enfants, d'ailleurs, qui ont pris ça en main, ont monté une petite opération. Enfants J'ai un fils prêtre, oui, j'ai un fils prêtre qui appartient à la Fraternité de Saint-Pierre. Et donc, mes enfants, enfin, on a eu en place un pèlerinage de mères de famille, de mères de prêtres, voilà, qui sont allés à pied de Paris à Rome pour remettre au Saint-Père des lettres, 1500 lettres, de fidèles expliquant au pape pourquoi ils étaient attachés à la messe ancienne et en quoi. En quelle année? Donc c'était en 2022, c'est 2022. La fin du pontificat de François. Voilà, et expliquant qu'ils se sentaient d'aussi bons catholiques que les autres, enfin avec pécheurs, quoique pécheurs, mais enfin qu'ils ne voyaient pas, et qu'ils étaient profondément blessés par la décision du pape. Voilà. Et donc ces lettres ont été remises. D'ailleurs par ma femme en propre, puisque ils n'ont pas eu droit à être... Tout le monde n'est pas allé jusqu'au bout, je pense. Pardon? Tout le monde n'est pas allé jusqu'au bout. Parce oui, elles se sont succédées. Il y avait toute une organisation. Elles ont mis 2 mois et demi pour celles qui ont fait la totalité. Dont ma femme. Voilà. Oui. Et donc, les lettres ont été remises au pape à Rome et n'ont reçu aucune réponse. Voilà. Ce sont les élégances vaticanesques parfois. Aujourd'hui, vous pensez qu'elle recevrait une réponse? Je pense, et d'ailleurs il y a une relance qui va se faire, et puis je pense que il y a aussi des fruits spirituels qui peuvent arriver. Moi ça j'y crois beaucoup, parce que toutes ces femmes ont prié le chapelet de Paris à Rome, et elles ont fait aussi demander tout un tas de choses, des couples qui ne parvenaient pas à avoir d'enfants, qui en ont eu ensuite, enfin tout un tas de causes, des guérisons. Voilà. Donc il y a ça aussi. Voilà. Et puis peut-être que Léon XIV donnera une réponse qui viendra. Quel regard portez-vous sur ce nouveau pape? A priori au départ plein d'espoir. Plein d'espoir. Pour l'instant je n'ai vu aucun signe négatif et je n'ai vu que des signes positifs. Voilà. Y compris quand il redresse les torts de certains républicains aux États-Unis. Oui, et puis voilà. Enfin, il a bien raison d'ailleurs. Il confie une mission officielle au cardinal Sarah, qui est représenté ses représentants personnels à Sainte-Anne-d'Auray. Voilà. Alors que le cardinal Sarah était au placard, sous son prédécesseur. Donc il reçoit régulièrement le cardinal Burke, qui était aussi mis au placard sous le pontificat précédent. Donc il y a les choses bougent. Voilà. C'est pas beaucoup penché sur le terrorisme intellectuel, mais ça c'est presque ce qui peut rendre optimiste pour finir, parce que ce terrorisme est tellement idiot quand on le lit, avec des simplismes fous, qu'on peut lui faire pièce. Oui. D'ailleurs, la situation aujourd'hui est, d'une certaine manière, sur le plan des idées, moins dramatique qu'il y a 25 ans, au moment de la première édition de ce livre. Il y a des réponses aujourd'hui. Enfin, moi, quand je vivais mon terrorisme intellectuel en 2000, je me sentais très isolé sur la scène intellectuelle, vous voyez. Vous l'étiez? Oui, j'ai été pionnier. Or maintenant, il y a quand même toute une floraison d'une équipe de jeunes journalistes, jeunes essayistes, jeunes philosophes, jeunes historiens conservateurs, assumés. Dans votre vue, vous en publiez. Oui, on fait ce qu'on peut, mais... Non, mais ce que je dis, vous voyez, vous n'auriez pas fait la même revue il y a 25 ans parce que vous n'aviez pas le personnel pour. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, oui. Personnel entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire? Et pas la moindre audience. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a des réponses. Il y a des gens pour répondre et il y a des réponses. Et si je jouais un petit rôle dans ce mouvement-là, c'est beaucoup plus important que le rôle politique. Vous touchez de l'aile la question politique dans la très intéressante postface que vous faites à la réédition en 2004 du terrorisme intellectuel. Là, vous êtes un peu plus politique. Oui. Et vous fouillez beaucoup la question Le Pen. Oui. Avec beaucoup de distance. L'épopée Le Pen, père et fille, ne s'est pas du tout traduit. On a travaillé par nos propres moyens, mais ne s'est pas du tout traduit par
une contre-culture intellectuelle. On n'a pas mené ce parti. Bah, ils n'ont pas joué ce jeu-là. Ils étaient dans le combat électoral. Bah oui, mais que dans le combat électoral. Oui, oui, terrible. Oui, je suis d'accord. En se faisant Moi, blouser, d'ailleurs. Moi, j'ai jamais combattu pour les élections, donc je me suis contenté de me battre sur le plan des idées, ce qui me paraît essentiel. Cher Jean, merci m'avoir tenu compagnie, d'être venu. C'est moi qui vous jusqu'ici. remercie, Paul-Marie. J'ai envie de continuer, mais rien ne nous empêche de reprendre un jour nos conversations. Je pense qu'on n'a pas... On a dû oublier beaucoup de choses, mais on n'a pas loupé rien d'essentiel dans ces conversations. Et je pense que c'est pas simplement pour vous être plié qu'il faut vous remercier, mais pour tout ce que vous avez fait et ce que vous allez faire encore, avec peut-être plus d'espoir que jamais. Avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu. Merci Jean. Merci.